retrouver en cette deuxième journée du mois d'octobre. Et puis un salam particulier à tous ceux qui sirotent encore leur café et qui nous suivent patiemment. Donc j'espère que vous passerez en notre compagnie d'agréables moments. Nous allons un peu survoler l'actualité de la semaine et comme on le sait tous, le mois d'octobre correspond à cet effort planétaire dans le sens de la sensibilisation quant au cancer du sein. Donc on s'intéresse au cancer pendant ce mois et Canal Algérie a pour coutume d'accompagner justement tout le mouvement de la société civile en faveur, bien sûr, tous les efforts consentis dans ce sens à l'effet d'éradiquer ce mal, le cancer en l'occurrence. Ce matin, nous aurons le plaisir de rencontrer encore une fois la représentante de l'association LML, une des pionnières justement dans le domaine de la lutte anti-cancer. Nora Bouzida, en l'occurrence, nous parlera des nouveautés de cette année pour ce qui relève de la campagne de sensibilisation. Dans cette matinale, nous parlerons de cette baissée de rideau qu'a connue hier le CITEV, Salon international du tourisme et des voyages, donc avec une très belle participation, de très belles découvertes également. Donc il a eu lieu du 28 septembre au 1er octobre et bien sûr les participants sont repartis très contents de cet effort d'échange dans le domaine touristique. Aujourd'hui, gros plan justement sur l'un des participants, une start-up née il y a 15 mois et qui est en fait un programme Manager System destiné à la gestion hôtelière, un programme 100% algérien dont les créateurs nous parleront tout à l'heure. Il s'agit de Sayah Walid et ainsi que Nasreddin Derqawi, les cofondateurs de la start-up Othello. Merci encore une fois à ceux qui sont avec nous, qui s'intéressent aussi de très près à tout ce qui relève de la sécurité routière. Et oui, nous faisons très attention, mais est-ce que tout le monde fait pareil? C'est ce qu'on verra avec Hasna Zoubairi dans sa rubrique Safety Road. Elle nous parlera essentiellement de moto ce matin. Dans ce plateau, nous aurons aussi l'occasion de retrouver notre amie Samira Hadj Amar, qui a réalisé cette année une très belle série documentaire qui nous emmènera entre autres à la Rouate, mais aussi à Sétif, également donc dans une très belle région donc du sud algérien dont on parlera tout à l'heure. Elle a aussi évoqué le rail dans un de ses travaux et elle nous parlera de sa passion pour le documentaire dans un instant. Ravie de vous accompagner ce matin. Mesdames, Messieurs, pour ceux qui ne le savent pas, le magazine dure jusqu'à 9h30. Ayez patience et j'espère que vous apprécierez toutes ces thématiques. C'est parti à présent avec un point météo. Il est signé ce matin à Amel Haribi. À tout de suite. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. ومعا نصنع la météo ce matin avec Amel Haribi. Ça va Nadia? Ça va, ravie de te retrouver comme l'accoutumée. Ça va, en forme? Oui, ça va. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors qu'en est-il des nouvelles du ciel ce matin? Eh bien, c'est le même type de temps qu'hier. Ah, donc ensoleillé partout. Copier-coller. Copier-coller. Ensoleillé au nord, un peu nuageux au bas. Très bien. Très, très bien résumé. Le détail, s'il vous plaît, Amel. Merci, Radia. On vous attend, on reste suspendu à vos lèvres. Merci, Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, c'est le même type de temps qu'hier. Et les jours à venir, eh bien, on aura de la brume matinale, cette fois-ci, sur les régions de l'ouest et l'est. Puis le ciel restera dégagé tout au long de la journée sur les régions nord. La moitié sud connaîtra un ciel partiellement voilé, avec des orages, l'extrême sud, le Gartassili, le Sahara oriental, avec quelques averses par endroits. Ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie sur le sud-ouest, le Nord-Sahara, également les oasis et à noter des vents parfois assez forts du côté de Tindouf, le sud des oasis, le Sahara central, oriental et tout au long des frontières algéro-maliennes qui peuvent engendrer des soulèvements de sable durant la journée. Les températures aussi, elles demeureront stationnaires par rapport à hier, le maximum 34 degrés à Tizi Ouzou, 30 à Alger, Constantine, Batna, 31 à Tlemcen, 32
Rolizanch, le fait Indefla, 29 à Oran, également à Biyad, Jelfa, 28 à Naba. Au sud, 32 degrés à Janet, également Gardaya, 33 à Tamanrasset, Béchar, Biskra, 36 Tindouf, 37 à 38 degrés au Sahara central et 42 degrés le maximum du côté de Bodj Bedjimkhtar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt calme sur les côtes ouest et est, peu agitée sur les côtes centres avec des vents faibles, 10 à 20 km/h sur les côtes ouest et 20 à 30 km/h sur les côtes centre et est. Et les vents seront de secteur est à nord-est sur les côtes centre et de secteur ouest sur les côtes est. Et on termine celui avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h30. Et pour plus d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Je n'ose pas vous raconter ma blague. Voilà, Amel arrive toujours à me soutirer un sourire ou un rire en pleine matinée. Merci Amel. C'est moi, Radia. Merci pour toutes ces précisions. Je vous souhaite de passer d'agréables moments. Excellente journée. Voilà, ben on va essayer de retenir notre fou rire pour envoyer un salam particulier à tous nos amis qui habitent dans l'extrême sud, Tamanrasset entre autres, Janet, qui sont les plus belles destinations en cette saison, destinations touristiques, je précise. Et oui, j'envie ceux qui sont actuellement aussi à Adra, Béchar et toutes ces belles régions, Gardaya, Djelfa, Laghouat, toutes ces régions paradisiaques et propices justement à abriter les touristes, à recevoir les touristes en cette saison. Voilà, c'est parti pour la saison hivernale et puis aussi le tourisme saharien dans notre pays. Alors tout de suite, un groupe phare, un groupe qui a réalisé l'exploit d'accéder au Grammy Award plusieurs fois, donc par une musique qui a marqué les esprits pendant des années, une musique indétrônable quand on est au sud et qu'on écoute avec plaisir dans nos voitures. Il s'agit de Tinariwen. C'est tout de suite avec, et je me lance, hein, j'ai un accent vraiment terrible en tamashak, mais je vais le dire, Sastanaqam.
Vraiment la cerise sur le gâteau. En tout cas, j'espère que vous appréciez ce moment qu'on passe ensemble. Bien sûr, on va parler quand même de choses sérieuses ce matin. C'est important de parler de la lutte anti-cancer. C'est important aussi de valoriser les efforts consentis depuis plus de 30 ans par des associations, à l'instar de l'association LML, pionnière vraiment dans le domaine de la lutte anti-cancer. Aujourd'hui, elle est représentée, cette association, par Nora Bouzida, qu'on a vraiment toujours plaisir à retrouver sur ce plateau. Ravie de vous retrouver, Nora Bouzida. Merci Radia, le plaisir est tout aussi partagé de vous retrouver, vous en personne et tous les auditeurs et les téléspectateurs de Bonjour d'Algérie. Oui, merci. La lutte anti-cancer fait partie de votre vie au quotidien, la vie de chaque membre de l'association LML pendant toute une année. Mais ce mois est important, l'Octobre Rose est très important quand même pour la sensibilisation. Tout à fait. Comme pour tout sujet important, il y a des moments d'arrêt ou en fait pas d'arrêt, on va dire un moment d'intense activité plutôt, pour rappeler à tout le monde, parce que les membres de l'association LML effectivement sont sur le terrain, sont sur les routes, pour faire leur travail de sensibilisation par rapport au dépistage du cancer du sein et tout. Mais le mois d'octobre est un mois mondial de lutte contre le cancer du sein. Donc on ne déroge pas à cette règle universelle mondiale. Et nous faisons notre part des choses. Pourquoi? Parce que tout d'abord, la femme algérienne a le droit d'être informée sur ce qu'elle peut faire pour se prémunir contre le cancer du sein. Parce que le cancer du sein est la première cause de décès par cancer chez la femme algérienne et c'est le plus grand nombre d'atteintes de ce cancer, du cancer. Le cancer du sein touche 15 000 femmes algériennes chaque année. Cependant, le mois d'octobre, comme il s'appelle le bien nommé Octobre Rose, est là pour redonner de l'espoir, pour donner des ouvertures sur la résilience, sur la rémission, sur la guérison maintenant, parce que la science a avancé. La conscience, la prise de conscience est là. Les femmes algériennes sont de plus en plus nombreuses à venir faire une mammographie, que ce soit dans le secteur public. Avant justement de détailler la prévention avec vous, Nora Bouzida, j'aimerais m'arrêter sur le chiffre que vous avez annoncé il y a quelques instants. Vous avez parlé de 15 000 cas en Algérie, des femmes atteintes de cancer du sein. Comment comparer ce chiffre par rapport à ce qui existe dans le monde? Est-ce que c'est un taux élevé? Est-ce qu'on est dans la moyenne? Comment se situe l'Algérie? On va dire qu'on est un peu dans la moyenne. On est dans la moyenne. Voilà. Cependant, c'est un chiffre qui ne doit plus faire peur. Pourquoi? Parce qu'il est significatif d'une chose importante. Donc, je disais qu'il y a une prise de conscience. La femme algérienne est aujourd'hui prête et n'a plus cette appréhension à aller se faire dépister, donc à faire une mammographie. Donc, du coup, on découvre plus de cas, mais on les découvre à des stades de plus en plus précoces. Ça, c'est important. Donc, il y a les plus fortes chances de guérison. Donc c'est pour cela que le travail de sensibilisation doit continuer et nous devons mettre à sa disposition aussi partout les moyens de se faire dépister, donc essentiellement la mammographie. Après, il y a une prise de conscience aussi chez le médecin de famille, chez le médecin généraliste. Qui conseille mais bien de plus en plus, effectivement. Voilà, le médecin gynécologue, c'est-à-dire tous les médecins qui ont affaire à une femme algérienne de plus de 40 ans et parfois moins quand il s'agit de cancer héréditaire, par exemple. Oui, quand il y a des antécédents familiaux, il faut être plus vigilant. Vigilant, voilà, parce qu'en fait, il y a un phénomène qui a pris un peu d'ampleur, c'est que la femme algérienne peut avoir un cancer à l'âge de 35 ans, de 30 ans. Et même pour cela, il y a une solution, c'est vraiment la surveillance. C'est pour cela que le médecin de famille est important, parce qu'il connaît l'histoire familiale de chacun de ses patients, de cette famille, donc il sait quoi conseiller. Maintenant, les moyens étaient absents pendant très longtemps, mais aujourd'hui, nous avons accès, il y a une dizaine d'années, sur un petit peu l'élargissement de l'assiette des soins apportés au cancer. Donc et aussi les moyens de dépister le cancer. Les moyens de dépister et de soins. Donc tout cela est intégré. Voilà. Dans une première étape, nous avons eu le dépistage dans les centres privés. Donc beaucoup de centres privés se sont dotés d'un mammographe,
mais aujourd'hui nous avons les CAC qui sont partout en Algérie. Et bien sûr, il y a les moyens de faire dépister les femmes. Cela n'empêche que nous, en tant qu'association, nous sommes encore sur le terrain parce que franchement, la population algérienne étant comme toutes les autres populations, va en se multipliant. Tout à fait. Et la femme algérienne ayant pris les plis de la femme moderne, donc plus de sédentarité, plus d'utilisation des ingrédients industrialisés pour l'alimentation. Donc aujourd'hui, pour le mois d'octobre 2023, notre équipe est déjà sur le terrain. Elle est à Ouargla, voilà, elle est à Ouargla. Le point de départ de la campagne. Voilà, de la campagne octobre 2023 a été lancée hier. Donc à partir de Ouargla, où l'équipe est installée pour une semaine, donc pour faire un dépistage volontaire des femmes de Ouargla et des régions, bien sûr, de toutes les régions. Ce n'est pas juste le chef-lieu. Donc l'équipe va se déplacer dans une région volontaire, oui, mais suggérée par la présence de ces équipes. Mais bien sûr, parce que la femme, elle est preneuse de ce qu'on lui propose. À Ouargla, il y a un CAC. Donc, c'est aussi pour les pousser à aller vraiment d'elles-mêmes plus tard. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le CAC, on va peut-être... C'est le centre anti-cancer, effectivement. Quand on s'habitue à un jargon, on le débite comme ça, mais de façon spontanée. Il y a sûrement une personne quelque part qui se dit... Tout à fait, vous avez raison. C'est la communicante qui parle. Absolument. Et donc, effectivement, ces centres anti-cancer sont maintenant au nombre de 15, un peu partout en Algérie. Donc, ce qui nous fait plaisir, c'est que nous avons réussi, grâce à ces centres, à désenclaver toutes les régions du Sud. Surtout. Et à Alger, bien sûr. Même ici, il y a des régions ici autour où les femmes, quand même, avaient un peu de mal à arriver là au CPMC. Aujourd'hui, nous en avons à Blida, il y en a un peu partout. Il y a un nouveau centre qui vient d'être inauguré à Djelfa. Donc, nous ne pouvons qu'être heureux de tout cela. Absolument. Il y a maintenant une gestion. Il y avait des patients qui faisaient 2000 km pour se soigner à Alger, qui venaient de Tamanrasset. Tout à fait, et qui n'avaient pas où aller surtout. C'était très difficile. Voilà. D'où l'apport de l'association et des associations qui ont offert justement toute l'aide nécessaire à ces familles en détresse, effectivement, depuis des années. Tout à fait. Donc, ce phénomène, aujourd'hui, n'existe pratiquement plus, sauf pour des cas vraiment particuliers. Donc, du coup, nous, la maison qui servait de maison d'accueil pour les femmes et les enfants qui venaient des régions du Sud essentiellement, aujourd'hui a été transformée parce que le besoin n'est plus là. Elles sont soignées à côté de chez elles. Et donc, aujourd'hui, nous l'avons transformée en centre d'accompagnement des femmes opération, vraiment un soutien psychologique, physique, pour le gros bras par exemple. Il y a des séances surtout dans les cas d'ablation. Bien sûr, c'est dans les cas d'ablation surtout. Et donc, en fait, nous aussi, on s'adapte au terrain, au développement qu'il y a sur le terrain, aux avancées que nous réalisons quand même chaque jour. Donc le fait qu'il y ait tous ces centres un peu partout dans le pays a allégé un peu la charge par rapport sur le CPMC. Et voilà, nous aussi on s'adapte. Cependant, maintenant il y a de nouvelles étapes. Un mais. Mais bien sûr. Quand il y a un mais, on va quand même l'évoquer. Peut-être que ça va décoincer quelque chose quelque part. Mais en fait, maintenant, c'est pour ne pas dormir sur nos lauriers, comme on dit. Ces centres anti-cancer, ces CAC ont besoin d'une bonne gestion. On a besoin d'une bonne prise en charge dans le sens où il faut que les médicaments soient toujours disponibles. Nous connaissons encore parfois des ruptures cycliques. Et surtout, une prise en charge une prise de conscience plus importante. Pas seulement chez les femmes cette fois-ci, nous voulons maintenant toucher ceux qui sont un petit peu responsables, je ne vais pas dire le mot responsable, mais qui pourraient aider à cette lutte. Par exemple, l'environnement. Quand nous voyons un environnement où il y a beaucoup de pollution, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit parmi les particuliers, l'usage, par exemple, la cigarette, est un facteur de risque majeur. Oui, ça c'est dans l'alimentation. Dans l'alimentation, ou comme vous parlez d'environnement, c'est-à-dire qu'il faut vraiment généraliser les espaces non-fumeurs. Non-fumeurs, ça par exemple, dans les restaurants et dans les lieux publics en général, mais aussi il y a l'industrie alimentaire. Nous avons une armada de normes
mais est-ce qu'elles sont respectées? Donc nous, par exemple, quand on a un événement qui s'appelle le SICAN, qui est le Salon d'information sur le cancer, nous invitons tous ces ministères pour être un petit peu un soutien important dans la lutte contre le cancer. Parce qu'il y en a qui sont directement impliqués, le ministère de la Santé, de la Sécurité sociale pour la prise en charge, les médecins, voilà, tous les acteurs, mais aussi vraiment, voilà, tous les autres secteurs, concernées. La communication, bien sûr, et vous faites une part extraordinaire là-dedans. Mais donc, il y a le ministère de l'Industrie, il y a le ministère du Commerce, il y a le ministère de l'Environnement. Et voilà, en fait, c'est toute la société qui est concernée. Le travail se poursuit pour ce qui relève de toute la société civile qui se mobilise dans ce sens pour toujours améliorer davantage. Tout à fait. Alors justement, vous avez cité la nutrition et est-ce que les centres, les CAC, est-ce que l'hôpital dispose vraiment du personnel qualifié qui accompagne ces cas-là en termes de nutrition? Est-ce que les nutritionnistes jouent le rôle qu'on attend d'eux par rapport à l'accompagnement des patients atteints de cancer? Bien sûr. En fait, cela peut-être dépend des CAC. Je ne les connais pas tous un par un. Mais cependant, quand nous faisons nos événements au niveau de l'association, il y a un grand espace qui est réservé à la nutrition, à l'alimentation saine, au sport, aux ingrédients qu'il faut éliminer au maximum de notre alimentation, à ceux qu'il faut réintroduire. On ne va pas parler tout de suite d'agriculture biologique parce que nous savons que c'est un peu difficile à mettre en place, mais il faut dire que nous avons peut-être un atout qui est le fait que nous avons encore beaucoup de gens qui ont des terres héritées de leurs aïeux et vers lesquelles ils sont en train de retourner pour les cultiver, des lopins de terre et tout, et ça crée en fait, ça rééduque le goût. Oui. Une pomme de terre biologique n'a pas le même goût qu'une l'huile d'olive de qualité. L'huile d'olive de qualité est classée parmi les meilleures huiles au monde pour la qualité. Tout à fait. De toute façon, même si aujourd'hui elle rafle des prix, mais nous, de toute façon, en tant qu'Algériens, nous l'avions classée, nous ne pouvons pas prendre une autre huile d'olive. Mais c'est très bien pour les cancéreux. Mais bien sûr. C'est une huile qui est très bonne, qui a prouvé ses vertus depuis le temps. Et elle est disponible chez nous. Elle est disponible, bien sûr. Voilà. Et en fait, voilà. Donc tout cela, c'est des axes de prise de conscience, c'est des axes de sensibilisation, c'est des axes comment dirais-je, de mise en œuvre d'un plan cancer national qui est aujourd'hui, qui va être, il y a le plan national qui a été, donc qui s'est terminé en 2019 et à cause du Covid, on n'a pas pu faire son évaluation. On est en cours et il y a bien sûr le deuxième plan qui est en préparation. Donc tout cela implique que l'État algérien veut mettre les moyens, a mis les moyens et compte continuer à le faire. Mais une population de près de 45 millions d'habitants nécessite quand même un travail de toute la société. Et je voulais rajouter un petit mot, c'est sur le fait que on va rajouter plus que... Ah d'accord, parfait. Non, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est le fait que l'existence de ces centres anti-cancer un peu partout et surtout dans les régions du Sud fait que nous avons en quelque sorte réalisé le désenclavement et l'égalité dans l'accès aux soins, qui est le slogan de l'OMC. Absolument. Et nous, en tant qu'Algérie, l'État algérien est un membre important de l'OMC. Franchement, nous avons été plus que souvent félicités dans la lutte contre les maladies transmissibles dans les années 70 et 80. Aujourd'hui, nous souhaitons être aussi en tête de peloton dans la lutte contre le cancer. Voilà, donc vivement parce que c'est une maladie qui fait peur, mais non soignée, elle conduit malheureusement à une fin fatale. Mais avec les moyens qu'on met, tous les cancers qui peuvent se déclarer peuvent être soignés, que ce soit le cancer du sein ou autre. D'accord, en tout cas, on va quand même terminer sur le programme de cette campagne 2023 lancée hier, où vous le disiez, à partir de Ouergla, et qui comprend plusieurs paramètres et plusieurs axes justement sur lesquels se base la société civile actuellement. L'association ML donc se déploiera prochainement pour le marathon symbolique, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est la course féminine. C'est quand?
Alors, c'est le vendredi 27 octobre. Et donc, nous la maintenons parce que tout simplement, elle a eu beaucoup de succès et elle a atteint, on va dire, ses objectifs. Les objectifs que nous lui avons assignés, c'est la sensibilisation des femmes. On a créé un mouvement de solidarité, d'affection autour des femmes qui sont déjà atteintes et qui viennent aussi parler à l'annexe du stade du 5 juillet, au complexe du 5 juillet. Donc nous maintenons cette course, nous mobilisons avec beaucoup de mécènes, beaucoup de jeunes, des coachs dévoués. Oui, nous avons notre mascotte. C'est une grande fête, on va dire, de lutte. Voilà, nous aussi. Et donc nous la maintenons. Vous êtes toujours présents avec nous et en fait, vous portez la voix de ces patientes. Et c'est une chose extraordinaire parce que d'abord, ça a participé à casser les tabous. La femme n'est pas responsable de son cancer. Elle n'a rien fait de mal et elle ne mérite pas d'être exclue de la société juste parce qu'elle a ce cancer. Au contraire, elle doit être au centre de la société, au centre de l'attention familiale. Et ça fait partie de la thérapie, effectivement. Mais bien sûr, le soutien psychologique est important, plus qu'important, il est vital. Donc nous avons lancé il y a quelques années la course des petits qui accompagnent leur maman. Nous l'avons sous le slogan « Je cours pour maman ». Donc nous avons voulu un petit peu mobiliser tout le monde et franchement cette année aussi nous invitons tout le monde à participer. Et voilà, nous distribuons des t-shirts roses pour que la vie soit rose. Par ailleurs, de toute façon, nous communiquons les dates, les horaires de début et tout sur notre page Facebook. On la nomme, s'il vous plaît? Oui, alors c'est LML CPMC. LML avec un A? LML avec un AMEL-CPMC donc facebook.com. Donc vous mettez sur Google, on arrive direct. Vous oubliez CPMC, rappelez-vous, Centre Pierre-Marie Curie. Oui, c'est le Centre Pierre et Marie Curie. Voilà, parce que l'association est née à l'intérieur du Centre Pierre et Marie Curie. Et par ailleurs, en 2024, elle fêtera 30 ans, cette 30 ans pile au mois d'avril. On sera avec vous. Merci beaucoup, marhaba. On termine sur cette idée. Alors, juste une autre idée, parce que quand même, il y a beaucoup d'axes, comme je disais. Nous nous occupons aussi de porter la parole au sein des entreprises publiques et privées et des organismes. Voilà. Pourquoi? Parce que nous tenons à ce que la mammographie devienne un acte médical de prévention pris en charge par la sécurité sociale de façon générale. Mais en attendant que les choses se mettent en place, nous exhortons les entreprises à l'intégrer dans leur médecine du travail, ce qui est fait d'une façon assez spontanée et assez importante maintenant. Mais nous continuons. Donc, chaque jour, on va un petit peu dans une société privée ou publique pour parler aux femmes employées, aux collaboratrices donc, au sein de ces entreprises. Voilà, j'espère que cette idée parviendra à tous les chefs d'entreprise, qu'ils soient hommes ou femmes, et que ça vraiment inspirera plus d'un à prendre vraiment il faut dire train en marche. Et il faut dire que ça s'est multiplié. Même parfois, les demandes viennent de ces entreprises. Donc nous, on prépare le programme, bien sûr. On a 30 jours pour le faire. Mais nous n'avons pas que 30 jours. Absolument. Nous travaillons toute l'année et quand nous nous déplaçons par exemple dans des endroits où il y a de grandes entreprises, parce qu'il n'y a pas qu'Alger, donc le travail se fait aussi pour des entreprises qui ont leurs quartiers généraux dans des zones industrielles ailleurs, dans d'autres villes. Merci infiniment Noura Bouziza, c'est toujours un plaisir de vous accueillir dans ce plateau et de parler de ce sujet qui touche vraiment profondément la femme. On a vraiment apprécié chaque idée, on apprécie cette lutte engagée par nos associations depuis très longtemps, l'association LML entre autres qui est pionnière dans la lutte anti-cancer. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je disais hier, je disais pas hier on en parlait justement du CITEV mais aussi ce matin. Donc le CITEV a connu une baissée de rideau hier au niveau de la SAFEX, donc qui a abrité justement l'événement depuis le 28 septembre dernier jusqu'au 1er octobre. Et avant justement d'inviter des participants à cet événement, je vous convie à découvrir ce reportage signé Hicham Daou qui nous parle et nous dépeint justement le métier de guide. C'est parti.
Le besoin de découvrir la culture locale, les traditions et les coutumes incite les visiteurs à se rapprocher des guides touristiques pour satisfaire leur curiosité. Le mot guide, ça ne paraît rien du tout, mais en fin de compte, ce n'est que, c'est l'image de l'Algérie. C'est l'ambassadeur de l'Algérie. L'afflux massif de visiteurs a entraîné une activité économique. Des boutiques d'artisans ont ouvert leurs portes, les propriétaires de vieilles maisons ont proposé le service de restauration. Ce mouvement a été suivi par l'apparition des guides touristiques. On peut dire que c'est des accompagnateurs, pas des guides, qui accompagnent des gens, des familles comme ça dans les ruelles de la Casbah. Nombreux sont ceux qui ignorent que le métier de guide requiert plusieurs compétences, parmi lesquelles la connaissance des langues, des techniques d'accueil, en plus d'une connaissance de l'histoire de l'art. Aujourd'hui, plusieurs personnes s'improvisent guides touristiques et proposent leurs services aux visiteurs. C'est très sensible. C'est très sensible. Ça ne veut pas dire qu'il faut être docteur d'État pour faire guide, mais savoir interpréter tous les actes et les images dans notre société. Les autorités œuvrent à régulariser cette activité et à accompagner les jeunes qui ont trouvé en ce métier une nouvelle vocation. Nous constatons quotidiennement qu'il y a des guides qui exercent ce métier au niveau des villes patrimoniales, au niveau des sites archéologiques, au niveau des différents sites touristiques. Ces guides sont formés sur le tas, on peut dire, mais ils ne disposent pas de... Ils ont tous le flash disque. Voilà, ça va. De revoir les dispositions en intégrant, en prenant en charge ces guides qui sont formés sur le tas et qualifier ces guides et donner un agrément sur les connaissances acquises sur le tas, et le candidat qui ne dispose pas de diplôme peut passer devant le jury et lui donner un agrément qui lui convient. Le retour des touristes donne un nouveau souffle à nos sites historiques. Il est important aujourd'hui d'encadrer l'activité de guide touristique afin de protéger les visiteurs et surtout notre patrimoine. Le CITEV est une plaque, voilà, c'est un carrefour. Je voulais un autre mot, mais bon, on va dire seulement carrefour pour l'ensemble des acteurs concernés par le tourisme de manière générale. Donc, ils étaient nombreux à prendre part au CITEV, le Salon international du tourisme et des voyages, qui a eu lieu donc cette semaine à Alger. Et les partenaires sont multiples et divers. Aujourd'hui, on va focaliser sur l'hôtellerie avec une expérience. Une start-up créée par des jeunes très ambitieux que rien ne prédestinait à être dans ce domaine en particulier. J'ai nommé là mes invités Sayah Walid, bienvenue. Merci madame. Et puis également Nasreddine Derqaoui, merci à vous. Qui est mort de trouille parce que c'est sa première télé. Premier direct en fait. Premier direct, donc télé, donc bon baptême, je dirais en premier. Vous venez d'Oran et vous avez pris part à cet événement donc, qui regroupe tous les acteurs. C'est très intéressant, hein. Qu'est-ce que vous en dites, Sayah, de se retrouver comme ça parmi tous vos semblables? On aura plus de visibilité. Voilà. Et puis les gens sont cibles. Quand ils viennent là-bas, ils sont intéressés par les nouvelles offres, les nouveautés en matière touristique. Et vous faites partie de ce paysage nouveau. Bien sûr, on est en fait des principaux acteurs du tourisme, et spécialement les tourismes. Donc la tendance actuelle qui est le digital. Très bien. Donc tous les deux, vous avez été formés en management essentiellement. Voilà. Donc vous auriez pu continuer dans une administration. Voilà. Vous avez d'abord pensé au développement. Donc, vous avez créé une très belle entreprise qui existe depuis pas mal d'années et qui œuvre dans le domaine digital. C'est bien ça? C'est bien ça. Je pourrais présenter l'entreprise. Avec plaisir. Donc, en fait, on est la Star Khidmatek. Donc, c'est fondé en 2013 à Annaba. Donc, notre siège social se trouve à Annaba. Oui. Et donc, on est spécialisé... Oran Alger, mais le siège est à Annaba. On va comprendre pourquoi. Toutes les régions, Oui. Et donc, on est spécialisé dans le consulting et le développement informatique.
Oui. En quelque sorte, tout ce qui est application web, site web, application mobile, et aussi progiciel. Donc, c'est les logiciels Très destinés bien. aux professionnels. Très bien. Donc, et par rapport à Excellent. aujourd'hui, on est venu en tant qu'Othello, donc Oui. c'est une marque déposée. On a eu le label C'est un Startup. nouveau label, start-up, Voilà. effectivement, On créé. a eu en 2021. Mhm. Et en fait, c'est un produit dans le e-tourisme via deux produits différents. Donc, la marque, c'est Othello, qui a deux déclinaisons. Donc, c'est Othello Booking, que mon collègue, monsieur Walid, va Oui, détailler on va plus tard. en parler donc de ce projet donc de PMS comme on dit dans le jargon habituel. Qu'est-ce que le PMS déjà? Ce qui concerne la plateforme Othello Booking, Oui, c'est une plateforme de réservation en ligne oui, dédiée au tourisme local avec la possibilité de e-payment, l'intégration de services ATM oui. via Et, Kadabia. on s'intéresse essentiellement donc à l'hôtellerie dans cette application que vous avez Oui. lancée. Nous avons donc plus que 120 hôtels adhérents avec nous qui sont accessibles à plus que 100 entreprises et 150 agences de voyage. Ainsi que les particuliers peuvent bénéficier de cette plateforme Très bien. via notre site web Othello Booking ou bien notre... Voilà, vous mettez en réseau tout ce tissu d'hôtels et d'infrastructures hôtelières algériennes. Donc, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que c'est d'abord, j'aimerais souligner que ça a été une création purement algérienne. C'est-à-dire que là, vous avez tout le cheminement, le process de la création de l'application est algérien. Voilà. En fait, pour ne pas confondre, parce qu'on sait que le consommateur algérien peut être confus par rapport à nos produits, car c'est des termes techniques, c'est un domaine un peu développé. Donc, Othello Booking, c'est une plateforme. Donc, c'est en quelque sorte notre vitrine. Mais on a aussi, parce que vous aviez commencé par aborder le PMS, le PMS c'est un autre produit. Oui. C'est un produit pour les professionnels, pour les établissements touristiques algériens. Très bien. Donc moi, si j'ai envie donc d'utiliser la plateforme, donc je vais m'inscrire, je vais donner mes dates, comme on fait dans les plateformes étrangères. On ne va pas citer Bien les sûr, noms ouais. pour Bien s'il sûr, vous on plaît, va parce pas que citer, sinon on va se faire taper sur les doigts par notre commercial. Hein. Mais on va, On a en fait, assez cité. on va simplifier, on va un essayer peu Oui. expliquer le concept. Il suffit juste... Donc en fait, Othello Booking, ça existe dans un site web, donc c'est othello.dz, donc Bah, faut bien vous dites noter. deux fois, non, vous arrêtez, c'est bon. Et l'application mobile. Oui, très bien. Donc ça permet à l'utilisateur en quelques clics de réserver un hôtel Oui. local, donc uniquement Excellent. algérien. Excellent. Comme a expliqué mon collègue, c'est plus de 120 hôtels Voilà, partenaires. en un clic, on a toutes les informations, on a les tarifs. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information Les ici, justement photos, les tarifs, Oui. les services offerts, Mhm. bien sûr le type de chambre. Très bien. Est-ce qu'il y a aussi, comme les plateformes étrangères, les commentaires des usagers, Bien sûr, des personnes qui sont passées par tel hôtel ou tel hôtel? Les commentaires et les noms des gens qui ont déjà visité Très bien. cet établissement. Ça peut encourager aussi quand il y a Et ce ce type qui est de encore plus commentaires. encourageant, c'est la facilité, puisqu'il y a le paiement en ligne. Oui. Pas seulement par les cartes bancaires étrangères, mais aussi les cartes bancaires algériennes qui sont acceptées. Donc, D'accord. Via Dahabia ou CIB. Très bien. Donc, voilà, c'est vrai que l'Algérien est concerné par cette application, mais si je suis dans un autre pays et que j'ai envie d'utiliser l'application, c'est aussi à ma portée. C'est faisable, oui, C'est bien faisable. sûr, et Très vous payez bien. avec le moyen de paiement habituel. Habituel, donc en ligne pour réserver à partir de l'endroit où je me trouve. Et donc en Algérie, on a enfin ce partenaire qui va faciliter la vie aux touristes locaux ou étrangers. C'est bien ça. On a des milliers Qu'est-ce qui vous a motivé? Dites-moi, Walid. Alors, vous êtes dans un domaine et puis après, vous vous intéressez au tourisme. Vous êtes une personne qui voyage? Vous aimez les voyages? J'étais un hôtelier déjà. D'accord, voilà. Et mes collègues sont purement techniques. Donc, on a collaboré ensemble pour lancer cette start-up. Très bien, ça se comprend. Vous aussi, vous avez travaillé dans le domaine hôtelier un petit peu à travers Oui. une école hôtelière. Oui, j'ai travaillé dans une institution, on va dire, de formation hôtelière, donc une école d'hôtellerie. Mais on va dire que je me suis dirigé vers ça car c'est plus passionnant et on va dire c'est novateur et c'est l'avenir aussi. Voilà, vous sentez l'utilité
Vous sentez donc l'utilité. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a une certaine opacité par rapport au voyage chez nous. Peut-être les infrastructures ne sont pas très bien représentées. Qu'est-ce qui vous a motivé essentiellement à la création de tout ça? C'est un domaine très potentiel et c'est le futur, tout simplement. Voilà, c'est pas pour le gain aussi, hein, c'est aussi pour une utilité, non? Pour faciliter les tâches aux touristes algériens, c'est que les touristes étrangers. Très bien. Aussi, c'est un but, en fait, c'est un but, c'est une vocation. Donc, on encourage le tourisme local, car on n'offre que des hôtels algériens. Oui. On ne compte pas encore se diriger vers l'international. Et aussi, on va dire que c'est un produit propre à nous. Donc oui, c'est votre bébé. Voilà. Votre bébé, vous l'avez présenté pendant quelques jours au niveau du CITEV. Quels ont été les échos, les réactions du public qui est venu en nombre? Donc, en fait, le CITEV a une particularité, c'est que c'est un salon qui est destiné aux professionnels, mais aussi ouvert au grand public. Donc, on peut avoir un feedback, si je peux dire le terme, donc un retour de la part du grand public. Très bien. Par rapport à ça, il y en a qui ont été étonnés de voir qu'il y a une application qui regroupe ça avec qui va leur faciliter la vie. Qui va leur faciliter la vie. Il y en a qui connaissent déjà, peut-être nous, peut-être nos concurrents, mais on va dire que ça reste à détailler, on va dire. Qu'il y a de la curiosité, qu'on attise la curiosité des gens. Excellent. Donc, qu'est-ce qui démarque donc votre plateforme par rapport aux autres? Est-ce qu'il y a une particularité? Bien sûr, puisqu'on permet d'avoir le prix affiché à l'hôtel, encore moins que le prix affiché quand on a des conventions avec nos partenaires. Ah, d'accord. Certains hôtels vous offrent l'avantage des tarifs préférentiels. Des tarifs préférentiels par rapport aux autres. D'accord. Et qu'en est-il des professionnels du domaine, c'est-à-dire les agences touristiques qui prennent part aussi, qui aussi se sont inscrits sur la plateforme? Qu'est-ce que vous leur offrez comme avantage? Les prix sont très réduits par rapport au prix affiché au comptoir de l'hôtel. D'accord. Donc ils ont une marge plus élevée par rapport au prix affiché. Donc ils ont tout intérêt à utiliser quand même votre application. Ah oui, c'est bien sûr. En fait, avant tout, on est dans le tourisme d'affaires. D'accord. Donc, nos principaux clients, c'est les entreprises et les agences de voyage. Car le particulier doit encore, on va dire... est à séduire. Doit encore, voilà, est encore... En fait, on a une marge par rapport au particulier. Mais le particulier n'est pas encore notre principal client rapport aux agences et entreprises. C'est ça la première cible, donc les agences, les professionnels du domaine du tourisme. En plus du particulier, qu'on aimerait bien, on va dire... Pas seulement gagner, mais intégrer à notre culture de consommation, on va dire, changer les habitudes. Car 90% des réservations d'hôtels dans le monde se font en ligne. Donc on aimerait bien que l'Algérien va vers ce pas et va de ce pas. Très bien. Donc on a des milliers de visites par jour et des centaines de visites qui sont faites sur notre site. Très bien. Vous avez quand même un outil pour sonder tout cela, pour savoir un petit peu l'intérêt que suscite une telle application, un tel outil donc informatique, digital, qui permet justement de faciliter la vie aux touristes potentiels. Et donc, vous, dans la vie, est-ce que vous êtes des amis? Bien sûr, on est très proches. C'est sympa quand même d'être amis dans la vie et de créer quand même quelque chose, un truc commun comme ça. Oui, une start-up, et c'est super sympa. Et j'imagine votre bonheur quand le projet est né. La gestation a duré presque une année, vous m'aviez dit, c'est ça? Pendant une année, vous avez travaillé dessus à peu près. Presque, oui. Vous vous êtes engueulé parfois? Ça, oui. En fait, on va dire que l'esprit des startups, il est vraiment différent des autres entreprises. Il faut créer la différence. Voilà. Très bien, donc ça vous a amené, en tout cas, vous aviez déjà une entreprise, on le disait tout à l'heure, de développement digital, et et de l'expertise aussi, et vous vous êtes lancé dans cette aventure. Ça vous a poussé quand même à voir la start-up qui se démarque des produits habituels, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que on va dire que cette plateforme a suscité quand même la création d'une start-up parce que ça offre des avantages, des facilités, c'est ça? Bien sûr, oui. Bien sûr, par rapport aux réservations, les réservations anciennes sont faites par
par email ou bien par téléphone. Maintenant, il suffit de faire quelques clics et vous aurez votre choix d'hôtel. En plus de ça, on accompagne le client. On a un support qui est réactif. Donc, par rapport à ça, donc on accompagne les clients dans sa réservation. Donc, pour qu'il n'y ait pas de contraintes, il faut qu'il ait un séjour le plus agréable possible. Très bien. Excellent. Donc, on est dans la gestion hôtelière et le produit est né. 15 mois d'existence donc pour le bébé et là vous profitez donc des différentes opportunités comme le CITEF par exemple pour la promotion, c'est ça? Oui, CITEF, on remercie d'ailleurs l'ONT qui ont organisé l'Office national du tourisme, qui ont organisé ce événement-là qui a rapproché les acteurs de tourisme. Excellent. Donc voilà, j'imagine que vous avez aussi votre stratégie de communication, de management et de marketing. Bien sûr, on est très présent sur. En fait, on essaye de faire autrement que la communication classique, ce qu'on fait d'habitude. Donc, via les réseaux sociaux. Donc un matraquage sur les réseaux sociaux, j'imagine, est nécessaire. Oui, bien sûr. Et il faut cibler le consommateur on va dire qu'il faut l'attirer d'une autre manière que la méthode classique ou habituelle. Oui. Bon, on vous souhaite en tout cas beaucoup de succès, Inch'Allah. Est-ce que voilà, vous êtes aussi dans un autre domaine qui est assez important et stratégique, le domaine médical aussi vous intéresse particulièrement et vous avez créé aussi des outils dans ce sens. Bien sûr, ça va dans le même sens puisque dans le médical, on va dire, on a commencé par créer des ZDoc, donc c'est une plateforme de prise de rendez-vous et téléconsultation en ligne. C'est l'une des premières qu'on a gérées, donc on a été les prédécesseurs. Et donc ça facilite aussi aux patients ou aux concernés par rapport à la recherche, par rapport aux médecins. Par rapport la pharmacologie et de manière générale. Qui peut trouver en quelques clics la clinique ou le laboratoire d'imagerie. Ou bien le spécialiste qu'il cherche, puisqu'on répertorie presque tous les médecins par catégorie. Très bien, donc deux domaines très sensibles. Le médical et le tourisme. Le médical et touristique, oui. E-tourisme. E-tourisme et santé. E-santé, e-tourisme, ce sont vos deux chevaux de bataille, on dira. C'est là-dessus que vous avez choisi un petit peu d'investir l'effort, le temps, c'est ça, l'énergie? On essaie de mieux faire, de numériser ces deux secteurs-là qui sont très potentiels en Algérie. Voilà, on vous souhaite en tout cas de réussir, Walid Sayah. Donc, à travers votre présence, on a une forte pensée pour notre ancien collègue et directeur de la programmation, directeur de Canal Algérie, donc Monsieur Sayah Tahar. Donc, on salue vivement. Merci beaucoup, madame. Ça va, il va bien? Ça va. Transmettez-lui notre bonjour et vraiment, comme on dit chez nous. Et on a été ravis de vous recevoir, messieurs. Et puis, j'espère que vous êtes heureux d'avoir participé à cette... Je ne parle pas de l'émission aussi, Tev. Il allait tout de suite, tout de suite, il allait lancer des compliments et tout, et des remerciements. Le CITEF, c'était bien quand même. C'était bien. Tout à l'heure, je voulais dire plaque tournante. Et la tournante ne voulait pas venir. Vous voyez que voilà, même l'animateur peut parfois donc avoir comme ça des petits moments de solitude. Mais en tout cas, ça s'est très bien passé pour vous, ce baptême. Alors, Salamet, la caméra vient de perdre un petit boulon. mais rassurez-vous, tout se passe bien sur le plateau, mesdames, messieurs. Merci, on a été ravis de vous recevoir, messieurs. Donc, je rappelle Walid Sayah, qui est fondateur de la start-up, chargé voilà. Et vous êtes aussi chargé de l'aspect commercial, mais à l'ouest, parce que vous êtes originaire d'Oran, on l'a dit tout à l'heure. Et on salue toute l'équipe qui se trouve à Naba aussi. Merci beaucoup, on passe le bonjour. Et on vous remercie, donc le plaisir est pour nous par rapport à votre invitation sur... Oui, on a été ravis quand même de donner de la visibilité, on le dira cette fois-ci enfin. C'est une nouvelle application, Othello en est le nom. Othello, ça fait très poétique, ça rappelle le théâtre. Mais bien sûr, ça aussi révèle la spécificité qui est la gestion hôtelière chez nous
un produit 100% algérien qu'il faut absolument découvrir. Merci infiniment. Merci. Et on a été ravis de vous recevoir. Bon vent pour la suite. Et puis, en parlant de suite, vous qui êtes avec nous, donc dans un moment, nous retrouverons nos amis de l'équipe de Bonjour d'Algérie, entre autres Samira Hadjamal, mais aussi Hasna Zoubeiri pour nous parler de sûreté, de sécurité sur les routes. Merci d'être avec nous. On se quitte sur une boucle donc d'images qui nous emmènera à la belle Oran. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à notre ami ici présent qui est originaire de cette belle Wahran El Bahia. C'est parti. Voilà, donc on continue de parler de l'Algérie, mais autrement cette fois-ci avec la présence de Samira Hadjamal qui vient de s'installer. Bonjour Samira. Bonjour Radia. Ça va? Très très bien, alhamdoulilah. Content de te retrouver ce matin. Ravie Voilà. d'être là, ravie d'être dans le Bonjour d'Algérie, autre que le samedi. Oui, c'est vrai que voilà, la rubrique donc habituelle, c'est tous les samedis en compagnie de Nour Houda. On parle de On parle de patrimoine. De patrimoine. Depuis 4 ans déjà, de patrimoine, mais patrimoine culturel, archéologique, tout, musique, tout ce qui concerne le patrimoine algérien, en rapport bien sûr avec toutes les civilisations qui sont passées, pas que chez nous. Absolument, donc vous brassez large, le panel est très 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 large, et puis pêle-mêle aussi vous permet de vous exprimer autrement dans une autre émission. Absolument, ma famille, ma vie, exactement, c'est du lundi au mercredi, et je passe le mercredi. Très bien. Oui. J'interviens alors au cours du débat quand, enfin c'était qu'à l'année dernière, depuis l'année dernière d'ailleurs, donc pendant le débat et aussi dans ma rubrique. Alors, pendant la saison estivale, c'était Évasion, une destination, mais aussi en rapport avec la culture, les traditions, le patrimoine d'une des régions d'Algérie. Et il est immense et très riche. Donc, on n'a même pas eu le temps de terminer, de faire le tour. J'imagine que vous ne ferez jamais le tour, Samira Hadjamal. Il faudrait des années et des années pour découvrir toutes les richesses que recèle le pays continent, qui est notre pays, l'Algérie. Donc, du sud au nord, les coutumes sont différentes, les paysages diffèrent. C'est très simple, voilà. On ne peut pas gratter le sol, quel que soit l'endroit en Algérie, sans tomber sur du patrimoine. Il y a beaucoup de choses qui restent à découvrir, beaucoup de choses qui sont en recherche et voilà.
Mais vous agissez en tout cas comme le font les peintres. Il y a des peintres qui sont attirés par des paysages, des natures mortes, et d'autres qui sont attirés par les portraits essentiellement, par exemple. Et vous, voilà, après donc le fond, on dira, avec le patrimoine et tout son univers et son environnement. Donc vous vous êtes intéressé cette fois-ci un peu plus à l'humain. À l'humain, oui. Mais aussi il y a que la télévision algérienne offre, la télévision générale et la télévision algérienne offre cette chance offre cette magie, la magie de l'image, oui, en plus du commentaire, en plus du texte, en plus des rencontres. Et Adel Saaden, le directeur de Canal Algérie, m'a permis cette année d'aller faire la rencontre des Algériens dans une série qui s'appelle Voyage au cœur de l'Algérie. Donc c'est une série de documentaires, j'en ai fait 3 depuis le mois de janvier. Ça prend du temps, c'est beaucoup de travail, mais je me déplace dans des wilayas et je vais à la rencontre de gens qui ne sont pas forcément connus. Mais tous ont un point en commun, c'est qu'ils aiment leur ville, leur territoire, là où ils habitent, ils aiment l'Algérie et ils font chacun à sa manière, ils font en sorte d'apporter quelque chose à leur ville, à leur communauté, à l'Algérie, à son développement. Très bien. Vous avez ciblé pour le départ 3 villes, plutôt 2 villes essentiellement. La 3e est en cours comment dire, de non, réflexion. La 4e. Non, la 3e ville, mais j'ai fait 3 documentaires. Voilà. 3 documentaires, voilà, actuellement réalisés, donc diffusés aussi à Canal Algérie. Oh, oui. L'un est consacré au rail, donc on est toujours dans le patrimoine immatériel. C'était au début de l'année, oui, puisque le rail a été inscrit comme patrimoine mondial, voilà, à l'UNESCO. Donc à cette occasion, je suis allée à la rencontre de chercheurs comme Hamida Ben Nahoum, qui est chercheur au CNRPH, et donc Abdelrahman Ben Damesh, et Maya Saïdani, qui elle est spécialiste, elle est anthropologue, chercheur, spécialiste des musiques anciennes. Et on a remonté, le documentaire s'appelle Des racines de la terre au rail. C'est un 13 minutes et ça raconte un peu, il aurait fallu plus bien sûr, on n'avait pas eu beaucoup de temps, ça raconte comment le rail est né, comment le rail a pris ses racines, même si certains le contestent, mais c'est normal, dans la musique bédoui. Dans le chant bédoui, c'est aussi du patrimoine algérien. C'est un patrimoine qui séduit la jeunesse de toutes générations confondues en Algérie et qui continue de le faire. Vraiment, il a son ancrage actuellement dans la société algérienne sur plusieurs générations, il faut le dire. Par excellence, le rail, c'est l'expression populaire, ça sort du cœur des gens, des sociétés, de la ville, ça exprime un mal-être, ça exprime des mots, ça peut être des mots d'amour, des mots M-A-U-X, ou des mots d'amour aussi, ou un mal-être, on peut être mal dans son travail, dans sa vie, dans son couple, dans son quartier, on n'aime pas son voisin, on ne va pas le chanter non plus. Voilà, dans ses amitiés. Parce que certaines... Mais il y a un lien affectif et effectif, réel. Effectivement. Donc, d'où la nécessité d'en parler, effectivement, et de consacrer tout un travail. J'imagine, je ne sais pas, mon petit doigt me dit que vous y reviendrez peut-être un jour. Le rail, certainement. Oui. Il y a beaucoup de personnages et personnalités qui méritent qu'on s'y arrête. Des femmes notamment. Parce que les femmes... elles étaient avant, si je dois aller à l'époque, si on doit remonter à l'époque bédoui, du chant bédoui, les femmes étaient un peu en retrait. Donc c'était en général des chœurs. Et là, il y a eu un moment où elles sont passées les Meddahat ont connu une évolution. Et c'est Cheikha Remiti, bien sûr, qui est l'une des pionnières. Mais il y a eu beaucoup de cheikhettes. C'est pareil pour la musique andalouse. Au départ, c'était pas très très facile. Et puis, il y a eu des femmes comme Cheikha Tetma qui ont osé et qui, aujourd'hui, s'est rentrée dans les normes. Mariam Fekei, bien sûr. Dans tous les styles. Elles ont franchi le pas et elles ont ouvert des portes à beaucoup de femmes artistes. Qui mériteraient vraiment tout l'intérêt que vous pouvez consacrer donc, à cette peut-être brochette de femmes qui sont versées dans le rail et qui ont fait toute la renommée de cette musique très très importante. On a 2 voix, une voix masculine et une voix féminine. Elles expriment des émotions et celles des femmes disent beaucoup de choses. Elles
générale de la poésie, même les hommes, hein, mais même les femmes ont des choses à dire, elles le disent en prose, en poésie. Et avant, c'était comme ça en tout cas, c'était des Versailles, elles exprimaient ce qu'elles ne pouvaient pas dire directement à l'homme. Donc, voyage au cœur de l'Algérie, donc a connu son point de départ là, mais aussi dans 2 autres villes, Sétif et Lerouat. D'abord Lerouat. Donc, on est dans les hauts plateaux essentiellement, pratiquement. Lerouat, on est... Lerouat un peu plus bas. Oui, c'est l'Atlas saharien. Mais c'est toujours l'Atlas saharien, dans le prolongement des hauts plateaux. Oh, voilà. oui. Et Lerouat, parce que je suis allée du principe que cette ville mérite le tourisme devrait se développer, les gens devraient arrêter de s'arrêter à Lerouat. Oui, c'est une escale pour beaucoup de voyageurs. À un moment, c'était une ville de transition. S'arrêter pour passer une nuit, soit pour entrer vers Alger ou pour partir vers le sud. Et puis, il y a tellement de choses à découvrir. Alors, patrimoine archéologique, c'est immense. C'est un parc. Riche, effectivement. Oui, l'Atlas saharien, le parc de l'Atlas saharien est sur 7 wilayas. Et ça traverse Lerouat. Il y a une très très belle gravure, celle de l'éléphant, qui a même été reprise pour une campagne organisée par les Nations Unies, l'UNICEF, particulièrement pour les enfants. Voilà, donc c'est l'éléphant qui protège son éléphanteau d'une agression de la panthère. Et c'est gravé, et ça raconte toute l'histoire de l'humanité. Et c'est chez nous, c'est en Algérie. Absolument, donc... Et c'est vrai que les vestiges archéologiques de cette région remontent vraiment à la plus haute période de néolithique, par exemple. À la préhistoire. Oui, la préhistoire. À la préhistoire. Et voilà. J'ai rencontré des auteurs, Amel Mahdi, qui elle est tombée amoureuse là-bas. Et c'est pas sa ville de naissance, hein, c'est la ville de naissance de son mari. Elle est tombée amoureuse d'un poète, c'est Abdallah Ben Kerréou. Abdallah Ben Kerréou, c'est comme dans la geste arabe, c'est la même chose. C'est Hizia et Saïd, c'est Roméo et Juliette, mais c'est quelque chose qui est très présent là-bas. On le retrouve partout, même la maison de la culture s'appelle Abdallah Ben Kerréou. Et ça donne une identité à la ville aussi. Donc c'est une ville, le saint patron, c'est une très belle rencontre. Nous avons eu l'occasion de diffuser un extrait hier dans le cadre de notre émission. Amel Mahdi, Yazid Mahedine l'a dit. Était très à l'aise avec vous, beaucoup de rire dans cette interview et c'est ce côté humain qui fait la particularité de ce travail. On rentre chez les gens, on va chez eux dans leur intimité, ils nous racontent, ils se racontent. Et Amel Mahdi, elle est auteure, elle en est à son 5e livre, et elle, ce qui fait sa particularité, c'est qu'à chaque fois qu'elle écrit sur un personnage, elle endosse, elle s'habille de son personnage. Elle a l'impression qu'elle visualise qu'elle est dans ce monde, imagine sa fiction en fait, et ça donne elle écrit très très bien. Très bien. Donc ses livres sont à lire. Elle a écrit Le Pavillon des Raïs, Quand les dunes racontaient Dacine. Elle est beaucoup versée dans la poésie, les personnages mythiques, les femmes. Dacine, donc la femme de Algemestan. Très belle ouvrage, la ménocale de Tamraset. Oui. Voilà, donc le pavillon des Raïs, c'est pareil. Alors on retrouve beaucoup de faits historiques qui ont existé, de patrimoine. Elle donne du détail et c'est fascinant. Autre rencontre à Lerouat? À Lerouat, Lina Chaoui, qui elle est architecte, c'est une très jeune architecte. J'ai aussi rencontré son chef département qui, eux, m'ont raconté l'histoire de la ville. Lerouat mérite d'être connue d'abord parce qu'il y a eu un fait, on va dire fatidique, très triste. Il y a un génocide qui a été commis là-bas par les Français et toute la ville a été décimée. Donc celui qui a fait connaître cette histoire, en premier, c'est Eugène Fromentin. C'est un peintre. Pourtant, quand il arrive à Lerouat, il est subjugué par les couleurs. Et c'est un livre qu'il écrit en premier. Donc, c'était un thé au Sahara. Ça racontait son périple à travers Alger, Boussahada, Djelfa et puis Lerouat. Et c'est lui qui raconte ce qui s'est passé durant cette période. Et c'est quelque chose qui était peut-être pas connu de tout le monde. Et ça a permis de mettre de la lumière. J'ai rencontré des artistes, peintres, des gens. Alors, qu'est-ce qui était bien? Ce qui était bien, c'est qu'après la diffusion du documentaire sur Lerouat, qui s'appelait Un thé à Lerouat, beaucoup de gens qui voulaient, par exemple, venir exposer à Alger ont eu cette chance. Ils ont fait des résidences, ils ont été repérés, ils ont été un peu plus médiatisés. C'est le rôle de la télévision. On a mis de la lumière
sur les Algériens. Excellent. Et qui font des choses, des artistes, des artisans, des archéologues. Nina Chaoui, pourquoi je voulais parler d'elle? Parce que tout son travail tourne autour de l'adobe. Oui. Donc c'est quelque chose de très important. Et elle fait parfois des ateliers. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se font à droite. Et ce documentaire a contribué un peu à mettre de l'éclairage, de la lumière dessus. Oui, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer justement un spécialiste d'archives qui a connu une reconversion par la suite et qui connaît parfaitement Alger, l'histoire d'Alger, parce qu'il l'a découverte d'abord à travers les documents archivés. Donc, bien sûr. Voilà. Et ça a permis justement à cette personne de développer ses connaissances et de les mettre vraiment au profit de tous les visiteurs d'Alger. Voilà. Est devenu un des meilleurs guides de l'Algérie, Omar Hachi en l'occurrence. Bien sûr, voilà. il est connu. Et bien sûr qu'il est connu, Voilà. mais ça a commencé par la documentation. C'est dire que c'est important quand même. Il y a des métiers, c'est bien de les dépoussiérer comme vous l'avez fait, Samira. Oui, j'espère pouvoir le continuer. Voilà, vous allez certainement continuer l'aventure, mais avant, on va aussi marquer une escale à Sétif, là. Pour parler aussi de l'expérience à Sétif, qui était aussi un réservoir de rêves. Oui, il y a beaucoup de rêves à Sétif. Il y a beaucoup de gens qui rêvent. J'ai rencontré une jeune chanteuse qui a 19 ans, qui est biologiste et qui voudrait faire carrière. Elle a une très belle voix, elle a une voix diva. Et je le souhaite. C'est le seul mal que je puisse lui souhaiter. Mais surtout, j'ai rencontré Dolsaf Aya Kharfi, qui est comédienne donc, au cinéma et aussi dans les films, téléfilms, séries qui passent à la télévision algérienne. Et on est allé la voir au théâtre. Et le document de Sétif s'ouvre sur une mise en scène qu'elle a réalisée. Et elle l'a réalisée aussi avec l'artiste, le comédien Louik. D'accord. Celui qui a joué dans Khala et Beda. Oui, ils nous ont fait une petite Camacho, plus connue sous le nom de Camacho. C'était de belles rencontres. Pareil, architecture, on a rencontré Assia Samaï qui s'est occupée de raconter toute l'histoire de Sétif à travers son architecture. Donc plusieurs couches, C'est comme pour Alger, c'est comme pour toutes les villes d'Algérie. Il y a eu le passage de plusieurs civilisations. Et Sétif, parce que c'est Djemila, c'est Cuicule, c'est quelque chose qui n'existe peut-être qu'à Rome, parce que l'Empire romain, c'est aussi site archéologique étendu en très bien Afrique. conservé. Et nous l'avons vécu en tant que romano-africains, à Churchill, mais aussi Sétif qui a été la première capitale avant Churchill. Voilà, il y a un très joli musée à Churchill. À Cuicule. Non, à Churchill et à Sétif et à Cuicule, les trois. On y voit de très belles mosaïques, on y voit de la statuaire, on y voit beaucoup d'éléments architectoniques. Ouais. Oui, la Vénus et... La Vénus, oui, il y a une Vénus elle se trouve aussi à Arnschla. Très bel arc aussi, oui. qui est très beau et qui... en fait, toute la ville est paisible. En tout cas, merci infiniment, Samira. Merci de m'avoir invitée pour parler de mon travail. C'est terminé pour moi. Je reviens mercredi et samedi. À la séquence, mais bien sûr, les téléspectateurs pourront vous retrouver lundi et samedi. Inch'Allah, avec grand plaisir. En tout cas, merci. C'était vraiment très gentil à vous de venir nous parler de patrimoine, nous faire voyager à travers ces villes et l'aventure continue. La prochaine escale, ce sera peut-être... J'aimerais bien aller à Djelfa ou Béjaïa. En tout cas, on a plaisir aussi à voyager avec vous à travers les ondes de la radio Chaîne 3. Donc c'est tous les combien, ce rendez-vous? Le documentaire? Non, la radio. La radio? Parce que oui, Ah oui, la radio. La radio, c'est une fois par semaine, tous les lundis soirs. Mais là, ça parle de littérature. Très bien. Ça s'appelle Chapitre. Propice au voyage. Merci infiniment. Inch'Allah, merci. Samira Hadjamara, très bientôt. Inch'Allah, merci. Et à tous ceux qui sont avec nous, qui ont eu la patience de suivre depuis ce matin, tout de suite une petite chanson pour aller vers le plateau suivant. C'est signé le groupe Day Djrouliya. C'est parti.
Day ce matin. Donc merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On vous souhaite vraiment de passer un agréable moment. Il ne nous reste plus qu'un quart d'heure dans cette émission et on le réserve à Hasna Zoubeiri qui vient de s'installer. Bonjour Hasna. Bonjour Ladia. Ça va? Ça va, en alhamdoulilah. forme? Ça va. Ça va, c'est bien. Vous parcourez les routes avec vos équipes et vous nous tenez informés un petit peu des dangers de la route. Tout à fait, Radia. Comme je l'ai dit la semaine passée, donc on a commencé les enregistrements de l'émission de Ça tient la route depuis un mois déjà. La diffusion est programmée dans 2 semaines, Inch'Allah. Et voilà, on trouve un peu de tout sur les routes. Aujourd'hui, ça devient vraiment infernal. Avec les embouteillages, la rentrée sociale. En attendant, on profite de votre présence dans Safety Road, donc votre rubrique, donc dans le cadre de Bonjour d'Algérie, pour parler quand même des dangers de la route. Aujourd'hui, vous vous intéressez particulièrement à la moto, hein, oui, aux motocycles. Les motocyclistes qui causent beaucoup d'accidents aujourd'hui. Même s'ils représentent aujourd'hui les motocyclistes 3% du parc automobile national, il faut dire qu'ils sont impliqués dans plus de 20% des accidents de la circulation durant l'année 2022 et ça continue encore cette année. D'accord, mais parfois ce n'est pas aussi eux les fautifs. Il faut dire que le parc hôtelier, je suis pas très d'accord. Je suis toujours aussi thème moi. Le parc routier chez nous n'est pas toujours commode. Hein. Il faut quand même souligner quelques points noirs. C'est vrai, il y a beaucoup de points noirs. Il n'y a pas une voie qui est dédiée aux motocyclistes. C'est ça le problème qui se pose. La plupart qui conduisent les motos, c'est des jeunes, donc ont besoin d'adrénaline, ont besoin de faire sortir cette énergie. Et il n'y a pas de circuit qui est dédié aujourd'hui à la moto, malheureusement. Beaucoup de motards ont appelé les autorités à maintes reprises dans mon émission, dans plusieurs passages chez nous ou ailleurs, à consacrer ou à créer des circuits qui sont dédiés. Un, je pense, qui a été créé il n'y a pas longtemps au niveau de Sidi Abdallah, mais il est juste petit, réduit. Non, il est fermé, c'est un grand circuit, mais il est fermé juste pour les grandes courses ou les grandes manifestations. Un grand événement, mais pas tous les jours. C'est-à-dire il pourrait y avoir un autre système de gestion. Et puis, notre Algérie est très grande. On pouvait très bien... Moi, j'ai fait une émission au niveau de l'Orwat. L'Orwat, il y a beaucoup de motocyclistes et il y a beaucoup aussi d'associations, de fédérations de motos. Même à Tarit, mais bon, là, on est dans les dunes. Oui, on peut le faire un peu partout. Pas seulement un circuit, plusieurs circuits. Malheureusement, on n'a pas encore répondu présent par rapport à cet appel. Voilà. Oui, absolument. Donc, c'est vrai que pendant la saison saharienne, certains aiment aller à Tarit pour ça, par exemple, pour profiter des circuits extraordinaires. Les passionnés, de la moto. La motocross, et ça rappelle un petit peu que l'Algérie était vraiment très prisée par les motards de tous bords et tous les les coureurs, les pilotes de course. Les pilotes de course qui prenaient part au Paris-Dakar, entre autres, et aussi à ce rallye organisé aussi au sud d'Algérie. En tout cas, on ferme cette parenthèse pour revenir à ce reportage que vous nous proposez ce matin, qui va peut-être un petit peu nous permettre d'avoir une base de discussion. Donc, qui a été réalisé à Biskra. Très bien. On reste toujours dans le sud. Justement, quelques éléments d'infos. Donc, qui a été réalisé à Biskra avec la fédération des motards de la wilaya, donc un représentant de ces motards qui parle justement des circuits de course qui manquent en Algérie. D'accord, très bien. On les laisse découvrir le reportage. Avec plaisir. Hasna, c'est parti. Quelques 973 motos ont été impliquées dans des accidents de la route durant l'année 2022 à l'échelle nationale, selon un bilan de la gendarmerie nationale. Les 2 roues ont été à l'origine de la mort de 330 personnes et blessé 922 autres. Autrement dit, plus de 9% des accidents enregistrés l'année passée ont été causés par cette catégorie de conducteurs. Les plus importants dépassements inscrits à leur actif sont l'excès de vitesse, les dépassements dangereux et le non-port du casque de protection. Ces dernières années, les motos représentent un grand danger pour la sécurité routière à cause de l'inconscience de certains conducteurs de motos, assoiffés d'adrénaline.
Les campagnes de sensibilisation en direction des motards se multiplient pour réduire le nombre de morts sur nos routes. À Biskra, nous avons été à la rencontre du club des motards d'Algérie ou d'Arraji El Jazair, qui ne ménage aucun effort pour atteindre cet objectif. Nous organisons régulièrement des campagnes de sensibilisation, généralement chaque week-end. Et nous ne sommes pas les seuls. Tous les clubs de motards s'associent aux forces de l'ordre pour sensibiliser contre le danger de la moto. D'ailleurs, je saisis cette occasion pour saluer tous les clubs de motards pour leur dévouement. Leurs représentants adressent ces conseils aux conducteurs des deux roues. بعض النصائح للبروتيج ثم احنا ماذا بينا ديما في الكلاب الانديه ونحسوا الدراج باللي لازم اللباس الواقي يشمل شيء يشمل الخوذه. Au niveau des clubs, nous appelons toujours les motards à bien se protéger, notamment le port du casque. Regardez ma tenue par exemple, elle est adaptée au circuit de vitesse. On ne demande pas grand-chose, au moins de porter un casque, car il peut protéger les motards d'accidents mortels. Nous appelons également les motards à se former dans des moto-écoles pour apprendre la bonne conduite et de là à se protéger et protéger autrui. يكونوه باش يعطوه رخصة السياقة. رخصة السياقة راهي تكوين نفسه وحماية لنفسه ومونطو ما يزيدش يتعرض لحوادث المرور لغيره ولا لنفسه. Yassine, motard depuis quelques années, lance un appel au pouvoir public pour créer un circuit aux deux roues. الشباب تاعنا هذا خاصو مضامير السرعه منشآت رياضيه سبيسيال سيركوي نتاع الدراج لموطار الجيريان. Il nous manque un circuit de vitesse dédié aux deux roues parce que le circuit peut encadrer les motards. Un endroit où on peut se défouler. Nous avons un grand pays, on a les moyens pour construire 2 ou 3 circuits de vitesse. يعني هاوي للدراجه الناريه يروح للسيركوي هذا تعود متنفس ليه انت يعود يفرغ الطاقه الزايده بالنسبه له. Et cette passion ne touche pas seulement les grands, même les plus petits sont concernés. Hamza, âgé d'à peine 7 ans, Algérienne avec Hasna Zoubeiri qui est visible à l'antenne actuellement. Donc Hasna, ça va? Oui, alhamdoulilah. La baisse. Alors c'est vrai que c'est difficile quand même d'être au montage face à des images aussi troublantes, aussi choquantes, je dirais. Tout à fait. Des fois on les voit carrément en plein tournage, pas seulement au montage. Il y a des images où on était en plein enregistrement, en plein tournage et on assiste à des accidents de la circulation en direct, et ce qui est très difficile, c'est pas évident. C'est désolant, c'est terrible, c'est difficile, j'imagine.
d'assumer de telles images et de pouvoir quand même aller jusqu'au bout d'un travail qui nous a déjà ébranlés. Alors c'est vrai que c'est bien de choquer parfois pour que les personnes soient super sensibilisées et attentives à ce qui est dit. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les autorités publiques aussi s'intéressent à la question. On instaure de nouvelles lois, de nouvelles conditions, de mesures pour accompagner les motards. Qu'en est-il justement de ces nouvelles mesures? Oui, parmi les mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics justement, l'année passée, donc d'interdire la moto au-delà de 10 heures du soir. Donc au-delà de 22 heures, interdit de rouler en moto dans certaines wilayas, notamment la capitale. Parce que ça devient quand même une source de dérangement pour les riverains. Une autre mesure, et la plus importante que je trouve, c'est d'appliquer avec rigueur. C'est dommage, parce que c'est juste l'incivisme qui va priver les plus passionnés, parce que c'est magnifique de rouler de nuit, c'est dommage. C'est magnifique, oui, et puis ça devient... Il faut dire que la moto, c'est un moyen de locomotion, c'est un moyen de transport. Il y a des gens qui roulent seulement en moto. Donc, on va les priver de, peut-être, il travaille tard, donc il doit rentrer chez lui. Je ne sais pas, il y a plusieurs... Il y a des voilà, personnes qui vont être donc ils sont malheureusement privés de leur passion, parce que c'est une passion avant tout, la moto. Et parmi aussi les mesures qui ont été prises, c'est d'appliquer avec rigueur aujourd'hui. Donc, il faut passer le permis de 2 roues. Le permis de 2 roues est devenu obligatoire en Algérie. En fait, il a toujours été obligatoire, mais on faisait aller, c'était pas vraiment très appliqué, mais aujourd'hui il faut passer le permis des 2 roues, et le permis des 2 roues est devenu obligatoire au niveau des barrages. Si on n'obtient pas le permis, si on n'a pas notre permis, on risque de perdre une saisie de la moto. Voilà, de la moto, j'imagine. Hein. J'imagine, c'est une bonne mesure en tout cas. Ça veut dire, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que l'usager a eu recours à quand même profiter d'une formation de qualité, une formation qui va le qualifier à cette conduite sur les routes, qui va être quand même un peu plus responsable, un peu plus conscient du code de la route et aussi des exigences des autres Je me suis intéressée usagers, justement à cette question la saison passée. On a été à un circuit des 2 roues au niveau de Cheraga. Et on a vu que, moi personnellement, c'était pour moi une information que je ne connaissais pas. Il y a des motos-écoles. Donc, on connaît les auto-écoles pour passer le permis de catégorie B. Mais la moto donc de catégorie A, c'est nouveau pour moi. Moi, j'ai vu des moto-écoles, des personnes passionnées qui détiennent ces moto-écoles, des motards généralement, et qui donnent cette formation pour les plus passionnés. Il faut dire Au moment de remplir nos fiches de constat, là, on voit toujours le A, le B et C, etc. Donc le A, c'est la moto. Le A, ça correspond à la moto. Voilà, je dormirai moins bête ce soir. Voilà. Et donc, je disais qu'il y avait des jeunes. Quand je les ai interviewés, je les ai interrogés. Alors, tu conduis déjà? Oui, je conduisais avec mes potes les week-ends, avec mes amis, avec la famille, avec un grand frère. Mais au niveau de la moto-école, il me dit j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas, maîtriser en cas de glissement de la chaussée, la maîtrise de la moto elle-même, beaucoup de techniques qu'il ne connaissait pas, même s'il conduisait depuis des années déjà. Très bien. Hasna Zoubey, c'est le moment de conclure. Quel est votre dernier mot par rapport à tout ce que vous venez de nous dire? Aujourd'hui, on voit que les motocyclistes provoquent beaucoup d'accidents, même si on est d'accord, il n'y a pas de circuit, il n'y a pas de voie qui est dédiée à ces 2 roues. Il faut faire... il y a beaucoup de passionnés. Et certains automobilistes ne sont pas respectueux aussi. Ils ne respectent pas les motards. Donc il faut faire très attention pour les gens qui roulent en moto. Prudence. Voilà, prudence. On y reviendra certainement plus tard avec d'autres axes d'intervention. Donc merci infiniment. C'est moi. Hasna Zoubeyli, merci infiniment à tous ceux qui étaient avec nous ce